Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va écouter les conversations de Babyphone, un premier film d'Olivier Cassaz avec Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin et Pascal Demolon. Et avec moi autour de la table, j'ai Virginie Adan qui revient d'un voyage scolaire. Bonjour. Bonjour. Et Hugo Alexandre qui en ce moment écrit la jolie newsletter cinéphile qui est calmos.net. Bonjour. Bonjour Daniel. T'as vu ma petite fille? Elle dort. On peut aller la voir tout doucement, non? Quel âge il dit qu'elle avait? 5 mois. Elle est petite, non? Ouais, elle est mignonne quand même. Quoi, tu vois quelque chose derrière son pif, toi? J'avais pas remarqué, regarde, elle a la même tache de naissance que sa mère. Bah, éteins! Bah, pourquoi? Elle a une tache de naissance, Charlotte? Non, pas dans le cou, mais... Mais où? Non, laisse tomber. Oh, t'as dit le déglingué, Mr. Fou. Bon, à table! Les amis, elle est magnifique. Et oui, c'est une histoire, un huis clos, comme on en a vu beaucoup dans le cinoche français, celui de toute une famille qui se retrouve avec des potes, et puis les parents qui sont un petit peu largués par rapport aux problèmes de la famille, et puis au milieu de cette intrigue, un babyphone. Donc on a déjà eu tant de fois cette intrigue. Parfois c'est un interphone, parfois c'est un enregistrement laissé ça et là, ou alors un répondeur à cassette, parce que ça a fait les grands jours des comédies. Maintenant là, ça y est, on est passé à l'ère babyphone. Et donc c'est un babyphone qui va vendre la mèche. Il y a des histoires de cucu, il y a des histoires pas très claires, et ça va faire une comédie, donc babyphone. Et je voulais savoir, est-ce que ce prétexte, est-ce que ça vous a passionné? Est-ce que ça vous a marqué un petit peu? Virginie, je te sens inspirée là-dessus. Ça va être peut-être le moment où je vais dire un peu du bien du film. Je trouve que le babyphone, c'était pas trop mal comme idée, au sens où, effectivement, c'est un grand classique. De toute façon, cette comédie-là, c'est effectivement les grands classiques de la comédie de mœurs, où effectivement on a un huis clos avec plusieurs personnes, comme tu le disais. On retrouve un peu le registre du vaudeville aussi, avec l'unité de lieu. Mais en fait, le babyphone, je trouvais que ça pouvait être pas inintéressant, au sens où c'est à la fois un objet mécanique qui permet d'entendre et de créer du quiproquo, mais c'est aussi un objet qui fait sens, parce que c'est l'objet qui symbolise la parentalité. Vu qu'on a quand même dans ce huis clos que des gens qui sont en âge d'avoir des enfants, ça permet aussi de générer aussi des conversations là-dessus, sur la parentalité, l'impossibilité d'avoir des enfants, l'envie d'en avoir. Donc ça pouvait être intéressant. Et dans l'idée, c'était un bon concept d'utiliser cet objet-là. Je crois qu'il en avait fait un court-métrage avant d'ailleurs, et qu'ensuite il a décidé que c'était une bonne idée d'en faire un long-métrage. Donc pour plus développer les persos. Voilà, pour plus développer les persos. Donc on verra si c'était vraiment une bonne idée, les directions prises pour le développement. Mais en tout cas, sur le principe, je trouvais que c'était pas débile en fait. Et toi, Hugo, alors? Moi, je suis assez d'accord sur l'idée du babyphone, et en fait, dans le film, c'est pas très exploité. Finalement, c'est un peu le point de départ du film, c'est-à-dire qu'il y a une scène de babyphone où deux personnages vont faire des révélations que tout le monde va apprendre en même temps dans la maison. Et je trouve que la seule scène où le babyphone est intéressant, elle est totalement ratée. C'est-à-dire que en fait, les deux mecs qui vont s'entretenir autour du bébé, ils vont vraiment dire trop, c'est-à-dire ils disent le bébé est laid, les parents ils se laissent aller, et puis il y a aussi la révélation que l'un des deux mecs a couché avec la oui, et il dit pas genre t'as couché avec, il met vraiment un acte sexuel, il dit tu l'as baisé, hein. Hyper lourd avec ça. Et ça aurait été mieux que ce soit distillé tout au long du film. Finalement, ça aurait été peut-être plus rythmé, mais ouais. On sent qu'il c'est comme s'ils savaient qu'il y avait un babyphone et qu'ils se lâchaient pour dire toute leur vérité. Et de manière générale, le film est relou parce que justement, il y a une volonté de toujours tout mettre à plat, de faire de longues scènes d'explication, de longues leçons de morale. Et en fait, il y a finalement très peu de comédie dans le film, et beaucoup de scènes d'engueulade, de scènes d'explication très 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 longues. Et c'est beaucoup
vraiment les gens laissent aller leur rancœur en fait. C'est beaucoup plus des scènes comme ça. C'est ça. En fait, dans ce genre de film, cette scène-là, c'est la scène qui arrive vers la fin où les gens s'expliquent un peu comme dans les petits mouchoirs avec le fameux ostréiculteur. Putain, le point petit mouchoir est déjà rompu là. Qui à la fin dit ses 4 vérités à tout le monde et du coup ça libère la pression. Des belles personnes, hein. C'est bien ça. C'est ça. Et du coup, dans ce film, ils s'engueulent tout le temps, quoi. Enfin, il y a jamais un moment de repos. C'est toujours des leçons, quoi. Et moi, c'est mon problème, c'est que j'ai pas du coup aucun affect en fait avec ces personnages. En particulier, le point de vue de l'histoire, vous serez peut-être d'accord. Pour moi, c'est Mehdi Sadoun en fait, qui est un peu pas le pivot en fait, puisque lui, il a une carrière musicien, mais il arrive pas à percer dans la musique. Il a son ami Pascal Demelon il lui dit écoute, tu vas être le parrain de la filleule parce qu'il se dit que c'est un coup à progression sociale, peut-être c'est un coup de carrière même. Donc ça fait de lui un mec un peu affairiste quand même. En plus, il ment à ce même Pascal Demelon pour lui dire mon père est malade, mon père est mourant, donc il faut que tu viennes. Et lui, il s'entend bien avec son père. Donc du coup, il dit oh merde, il est malade. Et du coup, finalement, il arrive. Du coup, ça fait de lui en plus un menteur. Et le fait d'avoir un mec aussi négatif comme point pivot de l'histoire me rend, quelle que soit l'issue, j'ai envie qu'il y a un train qui passe dessus, en fait. J'ai aucun affect pour ce perso. Je sais pas si toi, tu as ressenti ça, toi. J'ai ressenti ça pour à peu près tous les personnages, en réalité, puisque, en fait, c'est un peu ce que disait Hugo. Il n'y a pas de montée en puissance, en fait, des tensions. C'est tout de suite, ça explose immédiatement. Et donc, en fait, ils sont tous très antipathiques. Il y a le gars qui couche avec la femme de son meilleur ami. Il y a la nana qui trompe son mari et en même temps qui explique que c'est parce que c'est un connard impuissant. Il y a le mari ils sont tous assez antipathiques et du coup c'est difficile de s'attacher. Et effectivement, je pense que le personnage pivot c'est celui de Mehdi Sadoun, mais on a du mal à le suivre en fait parce que à partir du moment où à un moment, le gars est suffisamment sans race pour utiliser son nouveau-né pour faire carrière. C'est un peu. Dès le début, en plus. Genre, il lui fait, écoute, il va être parrain. Il fait quoi, tu voulais un parrain finalement? Je comprends pas. Avec en plus un truc où on sait que le personnage de Pascal Demelon peut pas avoir d'enfant. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme tel parce qu'en fait, c'est parce qu'il est homosexuel et qu'il se dit qu'il peut pas en avoir. Bon, ça, c'est un autre problème. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais le coup de Pascal Demelon homosexuel, j'ai compris ça que parce qu'il le mentionne. Moi, je me suis même demandé si c'était pas un autre mensonge dans le truc parce que c'est pas crédible. Je me suis dit attends, il est homo en fait et en quoi c'est important dans l'histoire. Et du coup, c'est parce qu'on découvre ensuite il veut faire un enfant avec une des starlettes dont il s'occupe. Voilà. Ouais, en fait, ça devient un peu compliqué à suivre. Ouais, c'est un élément d'intrigue parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il est homo. Ah bon. C'est pas comme ça que ça. Faisons ça. En plus, il a la maman, hein, tout allait bien pourtant. C'est très curieux. Donc, de manière générale, je trouve qu'il y a trop de personnages dans ce film et il y a trop de sous-intrigues qui n'ont aucun intérêt. Donc, par exemple, cette histoire d'homosexualité, on voit pas ce que ça vient faire effectivement dans ce film. Et il y a la maman castratrice. Ouais. Qui est assez plutôt bien joué. Et aussi il y a Michel Jonas qui est assez mignon en vieux papy, vieux patriarche. Ouais, mais Michel Jonas c'est encore un personnage qui dit rien pendant la moitié du film. Littéralement, il dort au début du film. Ouais, et puis après qui va faire sa petite leçon de morale à tout le monde en disant je faisais semblant de dormir. C'est l'ostréiculteur. Mais exactement, c'est celui qui se tait. C'est un remake des petits mouchoirs en fait. C'est un archétype maintenant, l'ostréiculteur. Michel Jonas c'est l'ostréiculteur, ouais. Non, et puis tu parlais de Mehdi Sadoun, mais en fait, il n'y a pas un personnage principal, il y a un couple principal. Et la mère de l'enfant, c'est Anne-Marie Vin. Et Anne-Marie Vin, depuis quelques films, je sais pas ce qui lui arrive, elle fait la gueule tout le temps, quoi. Ses rôles, c'est toujours la meuf qui vient un peu relou, un peu chieuse. Son mec. Et je pense que tu penses à L'Embarras du choix, un film qu'on voit la semaine prochaine. Alors, je pense à L'Embarras du choix, mais je pense aussi à Red Dingue qu'on a vu il y a pas longtemps. Je pense au Talent de mes amis, le film d'Alex Lutz, où elle passait le film à engueuler Alex Lutz, en fait. Oui, elle faisait la gueule tout le temps et à se barrer. Et aussi Les Petits Mouchoirs.
où je crois que Laurent Lafitte court après elle et du coup elle... Oui, c'est après. C'est En fait, est-ce que c'est pas Anne-Marie Van n'est pas un peu le pivot en fait, c'est elle le pivot moral de ce film. Je pense qu'elle en avait marre de jouer les petites filles un peu pimpantes, sympas, aimables. Elle a envie de s'acheter une crédibilité d'actrice dramatique et donc du coup elle fait des rôles de chieuse. Mais alors, et on m'enlèvera pas de l'idée que c'est une super actrice. C'est juste qu'elle choisit. Ah mais elle a l'air de se faire super plaisir en plus dans le film, je trouve. Je crois qu'elle y donne une certaine profondeur, un truc qu'on voit pas trop, c'est-à-dire les mères blasées, abandonnées par leur mari, c'est plutôt en général l'inverse qu'on voit au cinéma. Tu sens qu'elle fait la gueule dès le début, donc du coup on s'attache pas au personnage. Lui fait la danse du ventre et Mehdi, visiblement il a un truc, il a un fichier qui est arrivé sur Dropbox ou je sais pas quoi, mais il en a plus rien à foutre. Non, je trouve que c'est vraiment lui. On sent qu'elle prend pas du tout sur elle, quoi. Enfin, on sent qu'elle sait que dans 1 heure elle va devoir faire sa révélation et sa leçon de morale à toute la table. Entre toutes ces leçons morales, on va s'écouter une petite vanne. J'ai organisé un dîner vendredi. Simon voulait venir voir la petite, il a insisté. D'ailleurs, je voulais lui proposer d'être ce parrain. Qu'est-ce que tu me fais là? On avait dit pas de parrain. T'es content de l'avoir un parrain, toi, non? C'est ton papa qui est content. C'est un beau plan de carrière, ça, hein? 100 balles qui vient pas à ton dîner, ton parrain symbolique. Je voulais pas t'en parler au téléphone, mais... Quoi? C'est mon père. Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être la dernière occasion de passer une soirée avec lui. Pas Hubert. Je sais que ça lui aurait fait plaisir qu'on soit tous réunis, et sans toi. Je vais me libérer, bien sûr. Alors on dit 20h à la maison? Hubert, je suis content de te voir. Tiens, c'est pour toi, des cigares. Mais enfin, ça fait 10 ans qu'il a arrêté de fumer. Tu sais, c'est pas bon pour ses artères. Et alors, quelle importance maintenant? Il y a quand même un truc, et je pense que MDR devrait faire un spin-off entier en fait sur Pascal Demolon, qui est un super acteur. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment il a une manière d'habiter ses personnages, et à chaque fois, c'est toujours dans des films un peu relou. Il a jamais trouvé de rôle à sa mesure, je pense, hein. Même dans, et je sais que on est en désaccord toi et moi sur Radio Star, Hugo. Même dans Radio Star, je trouve qu'il est super, et je trouve qu'il est super dans un film de connard. Radio Star, c'est peut-être le film où il était le mieux exploité. Enfin, c'est là où je l'ai découvert en tout cas, et que effectivement, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de talent. Mais de manière générale, il est assez mal exploité. Et du coup, il arrive à un stade de sa carrière où on peut commencer à dire Demolon fait du Demolon, c'est-à-dire qu'on le connaît assez pour savoir quel est son style. Tu veux dire que c'est le futur Bakri, quoi? Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il fait vraiment du Demolon dans ce film. Il fait presque du Jean Gabin. C'est très drôle, c'est que, j'ai vu la projection presse, donc il y avait Pascal Demolon qui était là, qui était très très content et qui a remercié beaucoup le réalisateur de lui avoir donné un rôle à contre-emploi. Voilà. Parce qu'il lui donnait l'occasion de faire quelque chose de différent. Je tiens à le dire. Je sais pas ce qu'on peut en faire maintenant. Alors... On a cette information, je la pose là, on en fait ce qu'on veut. Parce que moi, j'ai trouvé qu'effectivement, il faisait du Demolon, hein. Mais c'est carrément du Demolon, ouais. Ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il est de personnage un peu. Il essaie de prendre un petit ton, de producteur de musique, quoi. Il fait Coco, tu vas nous amener 2 cafés. Il est meilleur dans la salle d'enregistrement parce que j'ai l'impression qu'il connaît un petit peu ce milieu je sais pas s'il connaît ce milieu. Je sais pas, moi il m'a donné cette impression en tout cas. Bah c'est le signe d'un grand acteur. Alors, oui. Et puis je voudrais quand même dire un mot sur un futur grand cas, Virginie, Lannick Gaudry. Est-ce que tu le sens bien? Est-ce que tu penses qu'il va faire carrière? Est-ce que tu penses qu'il a quand même une jolie gueule, quoi? Je pense qu'il a une très bonne carrière télé, en fait. Ouais. Et que je le vois pas faire au-delà de ça. Mais on y va quand même, hein. Enfin, c'est ce que je t'ai dit en sortant du film. Moi, j'y vais. Mais oui, elle m'a envoyé un SMS en me disant Lannick Gaudry. C'était le seul feedback que j'avais à faire sur le film. À vrai dire, je disais Lannick Gaudry, j'y vais. Mais qui c'est d'ailleurs ce garçon? C'est un homme de télé. Enfin, vraiment, il joue dans des téléfilms, dans des séries télé ou des sagas de l'été, des choses comme ça. Il a joué dans la saga de l'été de TF1 de cette année qui finalement est passée en septembre. D'accord. C'était des trucs comiques ou Non. Finalement, c'est pas le pire. Je pense que c'est un nom à retenir, hein, parce que c'est pas le pire. Alors, il y a le cas Mehdi Sadoun. Mehdi Sadoun, est-ce qu'il joue pas trop? Il joue pas un peu trop n'importe quoi? Je veux dire, on l'a vu dans Alibi.com, dans le rôle du gitan. Dans Débarquement immédiat, c'était le flic qui a attrapé Harry Habitant. Il a joué de la Dream Team, qui est quand même un film où il est un joueur du PSG qui se fait coacher par son père Gérard Depardieu. Est-ce qu'il ne fait pas un peu trop n'importe quoi? J'ai l'impression qu'il joue des rôles où il se met jamais vraiment en danger. C'est jamais lui qui est censé être drôle dans le film. Alors j'ai pas vu Débarquement immédiat, mais je crois que c'est avec Harry Habitant. Et j'imagine que c'est Harry Habitant qui fait le show.
Et donc du coup, il est un peu dans la filiation de Jean Reno, c'est-à-dire il est en retrait et il fait avancer le film pourtant, comme ça. il vient d'en haut, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le mec, il était dans les Kaira, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'était vraiment l'élément moteur des Kaira? Est-ce que non, c'était Gaston Bide. Ouais, là, il a plus un rôle de pivot émotionnel. C'est vrai que c'est plutôt Demolon et Gautry un petit peu qui font le show comique et lui, il reste en retrait jusqu'au moment où il a son big finish où il joue c'était affreux cette scène. Et le big finish, on est d'accord qu'on est gêné, mais on est gêné. C'est clairement pas sa voix, quoi. Genre, et c'est clairement pas sa voix. Non. Honnêtement, c'est comme si tu voyais, je sais pas, The Rock et tout d'un coup, qui parle avec la voix de Calimero. Tu vois, c'est pas du tout la bonne voix qui va au corps, quoi. Je sais pas. Ouais, donc faut dire que le big finish, c'est le moment où, après avoir fait croire que c'était son pote qui essayait de vendre son album parce que une succession de mensonges a fait que lui aimerait produire un album, mais c'est pas. Il a fait croire que c'était Lanny Gautry justement qui joue sa propre musique. Et à un moment, il se met au piano et il joue. Avec la rage du désespoir, un morceau de piano et tout le monde chiale. On dirait Patrick Bruel qui joue Qui a le droit en concert, quoi. Mais si c'est The Voice, moi je me retourne pas. Je peux vous dire catégoriquement. Je trouvais ça genre à ce moment-là, il y a 2 personnes qui sont sorties de la salle. Non, mais à la limite, ils auraient fait un plan fixe sur le gars qui joue du piano, ça irait, mais il y a le contre-champ avec tous les gens qui sont en train de pleurer parce que c'est tellement beau. Oui, parce qu'il y a Demolon qui pleure. Et qui se rend compte que son ami a un talent en fait. Il n'a jamais écouté ces bandes démos. Bon, alors c'est le moment où il faut donner une somme à ce film et moi, vous savez, la grande tradition des films huis clos de Familia, j'aime bien un air de famille, j'aime bien le prénom et je me lance tout de suite. Celui-là, je lui mets 3 €. Ah, quand même. Ouais. Ouais, parce que Pascal, il m'a. Mais alors. 2,5, c'est vrai. Il m'a pas fait rire. Ouais, moi c'est pour Pascal, ouais. Un petit 1,20 € pour Pascal. Oh la vache. Oh putain, tu l'as eu en discount, ton Pascal. Moi je mets 3. Allez, je te suis sur les 3 quand même. Parce qu'effectivement, en fait, juste les acteurs ont l'air de se faire quand même un peu plaisir. Donc rien que pour ça. En fait, on passe pas un mauvais moment. En fait, je reviens sur le point Petit Mouchoir. J'ai détesté ce film, mais pourtant j'ai pas passé un mauvais moment en regardant les Petits Mouchoirs. Enfin, c'est un peu ça. Sur la fin. Je suis désolée. Je croyais te connaître jusqu'à ce moment. J'ai détesté ce film. J'ai pas passé un mauvais moment. Là, c'est pareil. J'ai pas aimé, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a un autre détail, c'est que pour un huis clos, je trouve ça assez bien réalisé en fait. Je trouve que la variation des plans, la manière dont c'est fait, il y a vraiment. C'est assez beau. Il y a une vraie patte de réalisateur. Et ce mec-là, si on lui donne un peu de moyens, un peu de distance, de profondeur de champ, tout ce que tu veux, je pense qu'il peut faire des choses intéressantes. C'est vrai que c'est un premier film aussi, donc après avoir Et alors on va passer au reco. Alors est-ce que dans le car qui te ramenait de ta sortie scolaire, est-ce que tu as vu un film à nous recommander ou quelque chose, Virginie? Alors non, j'ai pas vu de film parce qu'on était trop occupés à faire des blind tests avec mes élèves, donc non. Mais sinon, pour rester dans le huis clos familial, moi je reviendrai même pas à un air de famille, mais à Cuisine et Dépendance en fait de Bakri Jaoui. Quel classico. Ouais, voilà. En fait, j'ai pensé à ce film immédiatement en regardant Babyphone. Pour aucune raison apparente, n'est-ce pas? De toute évidence. C'est vraiment le truc le plus convoqué dedans. Mais donc, du coup, je me suis dit, putain, c'était comme vraiment bien Cuisine et Dépendance. Voilà. Ah, ouais, et pourtant, une grande adaptation de pièce de théâtre, quoi. Mais oui, voilà. Et donc, voilà, c'est bon, alors Zabou Britman face à Anne-Marie Vin. J'arrêtais pas de faire les parallèles et je me disais, comme c'est vraiment bien. Ouais. Voilà. Et toi, Hugo? Moi, c'est aussi un huis clos que je vais recommander qui questionne la spirale du mensonge. C'est le premier film de Bruno Podalides qui s'appelle Versailles Rive Gauche. Un film qui est sorti en 92. C'est un court-métrage de 3/4 d'heure environ. Et en fait, ça raconte donc c'est Denis Podalides qui habite dans un petit 2 pièces à Versailles. Et il y a un rencard chez lui. Et au moment où la fille arrive, il est en train de faire caca. Et il veut absolument pas que la fille sache qu'il est en train de faire caca, donc il ne tire pas la chasse. Et il fait entrer la fille chez elle. Et ensuite, évidemment, la fille va vouloir aller aux toilettes. Et il invente un mensonge. Le mensonge originel, c'est que son frère est ici et son frère est en train de faire caca aux toilettes. Donc, du coup, il va appeler son frère pour qu'il vienne chez lui dans ses toilettes. Mais comme il veut pas que son frère sonne à la porte parce que ça foutrait en l'air ce mensonge, il coupe le mécanisme de sa sonnette. Et en fait, par effet boule de neige, il va se passer des tas de
trucs qui font que cette soirée va se transformer en véritable désastre. Et il y a des tas de gens qui vont défiler dans cet appartement. Et c'est vraiment très très drôle. C'est peut-être le meilleur film des Podalides, c'est leur premier. Denis Podalides de la comédie française. je tiens à le rappeler. Et pour ma part, alors je l'ai cité, j'adore le prénom. Je trouve que c'est un bon huis clos qui fonctionne assez bien, qui était une des bonnes comédies de cette année-là. Et j'aime bien faire des parenthèses sur des films qui sont pas forcément des comédies. Je me suis pas gêné pour faire 50 Shades of Grey 2 là. Et là, je sors de Monsieur et Madame Adelman que j'ai vu entre potes. Et alors, je ne recommanderais surtout pas d'aller le voir, mais franchement, soirée DVD, enfin soirée entre potes avec du pinard. Si vous voulez voir des films qui sont involontairement drôles, Monsieur et Madame Adelman, c'est vraiment grotesque. C'est grotesque de mégalomanie et c'est clairement pas l'effet recherché, mais parfois, si tu cherches du côté un peu nanardeux ou un peu décalé du cinéma, tu peux trouver des choses qui te font rire. Et il y a clairement des répliques que je vais utiliser jusqu'à la fin de mes jours et qui étaient dans ce film. Donc voilà, je sais pas si je vous ai donné envie de le voir ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Jamais de la vie. C'est certainement intriguant. Oui, de Nicolas Bedos. Merci au beau Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, sur vos podcasts, SoundCloud et compagnie. Donc merci de vous abonner, de laisser des messages et puis d'en parler autour de vous. Parce que, ouais, c'est comme ça qu'on fait vivre un podcast. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec l'embarras du choix et je vous dis, ça, c'est un film très très bien nommé. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie ?